Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis à Accra pour accélérer une nouvelle fois le processus d'intégration régionale qui passe par la résolution des questions de sécurité, de libre circulation et de santé des populations à travers la lutte contre la maladie d'Ebola qui sévit actuellement dans la région. Un ambitieux programme vient d'être lancé pour œuvrer à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté au Burkina. Il s'agit de l'initiative Pauvreté Environnement phase 2, initiée par le PNUD et le PNUE. Cela dit, le 45e sommet ordinaire de la CEDEAO s'est tenu à Accra. La situation sécuritaire et la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire ont été les principales préoccupations des chefs d'État. La situation post-électorale en Guinée-Bissau et l'épidémie d'Ebola ont été aussi évoquées. Reportage Mathias Drabo, Mwendata Nathalie Kaori. Une dizaine de chefs d'État ont marqué leur présence effective à ce 45e sommet ordinaire de la CEDEAO. À la cérémonie d'ouverture, le président de la commission de la CEDEAO a fait l'état d'avancement des programmes et activités de l'organisation depuis le dernier sommet. Sur le plan économique, tout est mis en œuvre pour l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun de la CEDEAO en janvier prochain. Au niveau de la commission, nous sommes en train de mener les actions nécessaires visant à assurer l'application du tarif extérieur commun par tous les États membres au 1er janvier 2015. En ce qui concerne la création de la zone monétaire unique, la mise en œuvre de la feuille de route que vous avez adoptée a connu une avancée significative avec les recommandations issues des réunions tenues à Dakar du 25 au 30 juin 2014, dont celle des gouverneurs des banques centrales, sur les actions d'harmonisation des politiques monétaires, de réglementation bancaire et de réforme du secteur financier. Si des avancées ont été enregistrées sur les questions économiques, côté sécurité, des défis importants restent à relever. C'est ainsi que le président de la Commission et le président en exercice de la CEDEAO ont tous souligné la nécessité et l'urgence d'intensifier la lutte contre la violence en général et le terrorisme en particulier dans l'espace. Les chefs d'État ont été invités à se mobiliser aux côtés du gouvernement du Nigeria dans son combat contre le terrorisme de Boko Haram. La situation d'insécurité, c'est ce que connaît également le Mali, notamment dans sa partie nord. Sur cette question, le président du Faso, en sa qualité de médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, a fait à ses pairs le point de sa dernière visite au Mali. En plus du Burkina Faso, l'Algérie est désormais un acteur clé dans les négociations pour un retour définitif de la paix au Mali. Compte rendu en a été fait à la conférence des chefs d'État qui a donc renforcé le rôle de la médiation de la CEDEAO. Une initiative a été portée à la connaissance des chefs d'État, l'initiative algérienne qui vise aujourd'hui à regrouper les signataires de l'accord de Ouagadougou afin de relancer, de définir les modalités de relance en tout cas du dialogue tel que prescrit par l'article 21 du dit accord. Le Burkina Faso, pour sa part, prendra part à ces débuts de concertation. Ce n'est pas parce que l'Algérie a annoncé une initiative que le Burkina, en tant que médiateur de la CEDEAO, est dessaisi pour autant. Non, pas du tout. Au contraire, il est dit que la médiation de la CEDEAO reste l'instrument central. À ce sommet, le président du Faso a aussi fait le point des recommandations prises à Ouagadougou sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. À ce sujet, l'introduction d'un document d'identité biométrique devrait permettre de rendre réelle la libre circulation des personnes et des biens. Côté santé, l'actualité est marquée par l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola dans 3 pays que sont la Guinée-Conakry, le Libéria et la Sierra Leone. Le président de la commission de la CEDEAO a invité ses pairs à trouver rapidement des stratégies efficaces pour éviter la propagation de la maladie. Sur place, le Nigeria s'est engagé à apporter un soutien financier à ces 3 pays.
Les chefs d'État et de gouvernement ont aussi salué le retour de l'ordre démocratique en Guinée-Bissau et se sont engagés à suivre la phase post-électorale pour éviter que ce pays ne plonge à nouveau dans une situation de crise. Après les travaux de ce sommet à Accra, le président du Faso, comme la plupart de ses pairs, a regagné Ouagadougou dans la soirée du 10 juillet. Réunis à Ouagadougou dans le cadre de leur commission mixte, les députés du Parlement de la CEDEAO se sont entretenus hier avec le président de l'Assemblée nationale. Les discussions ont porté sur l'état d'avancement des travaux de la rencontre de Ouaga qui se déroule autour du thème « Défis et perspectives du développement des télécommunications en Afrique ». Reportage Anna Lusikere. C'est en présence du représentant du président du Parlement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, que la délégation des députés de l'espace communautaire est venue témoigner sa reconnaissance au président de l'Assemblée nationale. Par la même occasion, les élus nationaux l'ont encouragé à poursuivre ses actions de plaidoyer afin qu'ensemble, ils puissent amener les ministres concernés et les chefs d'État à accepter le projet d'acte additionnel relatif à leur Parlement qui lui donnerait, entre autres, le pouvoir de légiférer. Les pays membres de la CEDEAO envoient leurs députés, mais en fait, c'est des députés qui ne peuvent pas délibérer sur les grands programmes communautaires qui sont en train d'être aujourd'hui construits au bénéfice des populations africaines. Donc on était venu remercier le Burkina aujourd'hui qui tient une place de leader. L'état d'avancement des travaux de la réunion délocalisée de la commission mixte du Parlement de la CEDEAO était au centre des échanges avec le président Sungalo Apollinaire Ouattara. Nous sommes ici dans le dessein d'échanger concernant l'intégration et nous avons échangé énormément sur cette intégration qui d'ailleurs conduira à la libre circulation des personnes et des biens et ceci participe activement au développement socio-économique de la sous-région. Il a dit que tout part du Parlement et il invite les parlementaires à faire en sorte que ce retard dans lequel notre région se trouve là, que nous soyons le moteur dans le sens d'accélérer l'intégration qui est inévitable, qui est un idéal que nous devons dans tous les cas atteindre. Les parlementaires communautaires ont quitté l'Assemblée nationale en émettant le vœu que les chefs du Parlement burkinabé puissent partager les conclusions de leurs travaux qui seront portés à sa connaissance avec ses homologues de la sous-région. À Ottawa, où il a participé à la 40e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le président de l'Assemblée nationale a eu des échanges avec des personnalités du monde francophone. Sungalo Apollinaire Ouattara s'est aussi entretenu avec des membres de la communauté burkinabé vivant dans la capitale fédérale canadienne. Reportage Zoumana Traoré. La présidente de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, André Champagne, s'est dit heureuse de recevoir le président de l'Assemblée nationale du Burkina, qui lui avait d'ailleurs passé le témoin en 2013. Pour le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le contact de courtoisie et amical avec le président Ouattara avait tout son intérêt. J'ai déjà eu pas mal de contacts avec le président Ouattara par le passé, qui lui-même a occupé la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et donc il est d'usage lorsque nous croisons qu'il y ait quelques bilatérales de ce genre-là, de façon à pouvoir remettre en quelque sorte les compteurs à zéro et disposer des bonnes informations des deux pays. Échange d'informations et de bonnes pratiques, la présidente de l'association des ombudsman et médiateurs de la francophonie s'en félicite. Le président a beaucoup insisté là-dessus, c'est que nous sommes là pour servir la population et que nous sommes là aussi pour faire en sorte que l'état de droit soit la source du bien-être des citoyens dans tous les domaines, que ce soit la santé, l'éducation, le transport, l'environnement. Et j'ai été assez impressionnée par la vision qu'a le président. Le séjour du président de l'Assemblée nationale au Canada lui a permis d'échanger également avec des membres de la communauté burkinabé qui ont salué l'initiative. Vous avez vu que les gens sont sortis pour venir écouter le président. On a parlé sur plusieurs sujets. Les députés qui étaient avec moi ont pensé qu'il était intéressant que nous puissions mettre en place un réseau parlementaire. Ce réseau, qui est composé des députés volontaires, puisse continuer la réflexion sur les questions d'intégration et d'accompagnement de notre diaspora. Ottawa a été une autre occasion pour le président Ouattara de porter
parlementaire, la mettre au service du renforcement des capacités du Parlement burkinabé. Avant de se rendre hier chez le Premier ministre, la commission de l'UEMOA avait présenté mercredi au ministre de l'Économie et des Finances la revue annuelle des réformes communautaires. Comme avec le chef du gouvernement, les discussions ont porté sur la mise en œuvre des réformes initiées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Bachirou Doussa Zalissa Sanfo. Après le Bénin, c'est au tour du Burkina Faso d'accueillir la commission de l'UEMOA pour la revue annuelle des réformes communautaires en vue du renforcement économique sous-régional. Présentée au ministre de l'Économie et des Finances en présence de certains membres du gouvernement, cette revue est construite autour de 3 lignes directrices. Il s'agit de la gouvernance économique à travers des difficultés liées à son fonctionnement, comme celle des passations de marchés publics, le marché commun, tel que le problème de délivrance de visas communautaires. Enfin, au niveau de la politique sectorielle, certaines difficultés liées au contrôle routier. Nous avons fait la revue d'ensemble de ces projets. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des avancées extraordinaires qui ont été faites par le Burkina. En même temps, il y a des points de faiblesse sur lesquels nous avons attiré l'attention des ministres sectoriels, comme quoi il faudrait essayer d'accélérer la cadence. Et pour cela, la Commission est prête aujourd'hui à accompagner l'ensemble des ministères et également à revoir une relecture des directives que nous avions prises. À travers le ministre de l'Économie et des Finances, le Burkina Faso dit prendre en compte les différentes préoccupations et recommandations faites par l'UEMOA. Très tôt, nous avons compris qu'il fallait qu'on puisse effectivement mettre en œuvre tout ce qui est lié notamment au marché commun, parce que c'est là où effectivement, il y a nécessité qu'on puisse avoir une meilleure synergie pour avoir une certaine fluidité, notamment en ce qui concerne la circulation des biens. Un rappel, c'était le 6 juin 2012 à Lomé que la conférence des chefs d'État et de gouvernement a recommandé la mise en place d'un cadre institutionnel pour le suivi et la mise en œuvre des réformes communautaires. Fin de formation des formateurs sur le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP. 50 formateurs issus de la société civile des 45 provinces du Burkina ont reçu aujourd'hui leur attestation et deviennent ainsi des relais pour la mise en œuvre des recommandations du mécanisme. L'objectif est de promouvoir la bonne gouvernance et améliorer le dialogue social et le réseautage entre les organisations de la société civile et les décideurs. Yolande Lompo, reportage. Ils seront des ambassadeurs, des démultiplicateurs au niveau local et national dans la perspective d'une large appropriation du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. En formation depuis décembre 2013, ces 50 formateurs issus des organisations de la société civile des 45 provinces du Burkina Faso sont désormais outillés et s'engagent à mettre dès ce mois de juillet leurs connaissances au profit non seulement des autres acteurs de la société civile, mais aussi des collectivités territoriales et de l'administration déconcentrée en vue de renforcer la gouvernance. Celle-ci est apparue comme le passage obligé et incontournable, non seulement pour réussir la transition de l'ère de la consolidation des indépendances et des situations post-conflit, mais surtout pour assurer une prise en charge endogène, rationnelle, durable et définitive de la problématique de développement dans nos pays. La présente formation des formateurs est la pierre angulaire du projet de renforcement du processus du MAEP dans les 5 pays ouest-africains que sont le Bénin, le Mali, le Ghana, le Togo et le Burkina Faso. Ainsi, dans l'ensemble des 13 régions, ces formateurs auront la lourde mission d'organiser des ateliers de renforcement des capacités sur le MAEP. Nous vous rassurons que nous allons quand même grouiller pour l'amélioration des conditions de vie, pour la bonne gouvernance et pour un meilleur contrôle et une participation citoyenne. D'une durée de 3 ans, ce projet est financé par l'Union européenne et la Fondation Amsterdam. Il vise à améliorer le dialogue social et à accroître la participation des hommes et des femmes dans la vie économique et politique.
La première session du Conseil national de la statistique de l'année 2014 s'est tenue aujourd'hui dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Au cours de cette session, les participants ont passé en revue le programme d'activité statistique de l'année dernière et examiné le rapport statistique national, un examen qui va permettre à l'INSD de mieux réussir l'exécution de son programme de cette année. Bouma Ernest Nebier. À cette première session annuelle du Conseil national de la statistique organisée par l'Institut national des statistiques et de la démographie INSD, il sera essentiellement question de l'examen du rapport statistique national. Les acteurs des statistiques venus de l'INSD et des départements ministériels vont passer en revue toutes les activités statistiques qui étaient au programme de 2013. Au cours de cette rencontre, nous allons passer en revue toutes les activités statistiques qui étaient prévues pour être réalisées en 2013, pour voir si elles ont pu être réalisées. Si elles ne l'ont pas été, est-ce qu'elles ont été faites à satisfaction? Si elles ne l'ont pas été, est-ce qu'il y a eu des difficultés pour la mise en œuvre? Et s'il y a des difficultés, comment est-ce que nous pouvons tous ensemble trouver des stratégies pour contourner ces difficultés? Cette session devra permettre à l'INSD de mieux réussir la mise en œuvre de ses plans d'action futurs. Les activités de l'initiative Pauvreté Environnement Burkina Faso 2 ont été lancées le 8 juillet dernier par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Ce programme couvre la période 2014 à 2017 et devrait permettre d'accélérer la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer le bien-être des couches vulnérables. Le PNUD et le PNUE, deux organismes des Nations Unies, sont les initiateurs de cette phase 2 du programme. Estelle Judith Assorba. L'initiative Pauvreté Environnement est un programme mondial lancé par les Nations Unies en 2005 à New York. Ce programme consiste à mettre en synergie les initiatives de protection de l'environnement et de lutte contre la pauvreté. Il a été introduit au Faso pour la première fois 5 années après et a permis entre autres de prendre en compte de façon effective les liens pauvreté-environnement et les principes du développement durable dans les guides d'élaboration et de budgétisation des politiques sectorielles. Cette première phase s'achève pendant que les défis restent énormes pour réaliser un développement à la fois soutenu et durable, d'où la mise en œuvre de la phase 2 du programme. L'objectif de ce programme, c'est que toute l'activité visant à promouvoir l'équité sociale et la croissance économique se fonde sur des méthodes de production et de consommation qui sont durables. Mais chaque fois que nous posons un geste, que nous pensons à mener une activité économique, nous devons nous poser la question de savoir si les méthodes que nous utilisons sont les plus à même de préserver notre environnement. Ce programme Initiative Pauvreté Environnement Burkina Faso phase 2 s'étalera sur 4 ans et va surtout mettre l'accent sur le développement durable et l'économie verte. On parle de pauvreté. Il faut que nous voyions donc nos plans, nos programmes et nos projets de développement. Pour que ces plans et programmes et projets de développement intègrent les 3 dimensions dont a parlé le représentant du PNUD. La première dimension, c'est la dimension économique. Il faut que toute approche au niveau des activités économiques intègre la notion d'efficacité économique. Après la dimension économique, c'est la dimension sociale. Il faut que cette croissance durable-là soit équitable. Comment donc faire de sorte que cette croissance profite aux pauvres? Une certaine équité. Donc il faut les intégrer. Il faut qu'ils soient acteurs de leur développement. Et enfin, la dimension environnementale. Cette seconde phase du programme va permettre au ministère de l'Environnement et du Développement durable d'accompagner les autres départements ministériels et les structures décentralisées dans la prise en compte de l'environnement et de l'économie verte dans leur programme de développement. L'Afrique de l'Ouest se donne rendez-vous à Ouagadougou pour améliorer la qualité de son éducation. La conférence, initiée par l'ONG, Laboratoire d'action contre la pauvreté et IPA, rassemble des experts de la richesse sur l'éducation. Elle a reçu le feu vert du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Reportage Claudine Bikaba. Dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, assurer une éducation primaire pour tous d'ici à 2015 était l'un des défis. La majeure partie des pays de la sous-région ont atteint cet objectif selon le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation.
Cependant, la qualité de cette éducation est un autre défi que les pays de l'Afrique de l'Ouest se doivent de relever, d'où la tenue de cette rencontre internationale. Quand vous regardez un peu les taux bruts de scolarisation, ils ne sont pas loin de 100%. Par contre, ce qui est essentiel, c'est qu'est-ce que ces enfants apprennent, qu'est-ce que ces adolescents apprennent et qu'est-ce que ces adultes apprennent. Parce que c'est ça la qualité aussi du système éducatif. C'est s'assurer que les acquis des apprentissages sont pertinents et permettent bien sûr à ces enfants-là, à ces adolescents et à ces adultes de pouvoir demain s'occuper non seulement d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Innovation for Poverty Action IPA est une ONG qui, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ont organisé cette rencontre pour un partage d'expériences. C'est un processus qui prend du temps. Il faut rechercher, il faut analyser, il faut évaluer et ensuite il faut échanger parce que parfois on trouve dans un pays que, par exemple, distribuer des manuels, plus de manuels aux enfants, ça va être efficace, mais est-ce que ça va être vrai aussi dans les autres pays? De ces échanges devraient sortir des réflexions à même d'aider les politiques nationales à peaufiner des programmes adéquats pour une éducation de qualité. Sortie de promotion à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC, 64 stagiaires ont reçu hier leur diplôme après une formation de 2 et 3 ans. Ce sont des journalistes et techniciens désormais prêts à servir dans tous les médias. La cérémonie de sortie était parrainée par le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions du Niger. Reportage Sié Sylvestre Da. 64 impétrants, des journalistes et des techniciens formés à l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, prêts à embrasser différents corps de métiers de la presse. Ils reçoivent les diplômes de conseillers, d'assistants et d'agents spécialisés, tous en sciences et techniques de l'information et de la communication, consécration de 30 mois de formation pour les uns et 18 mois pour les autres. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une bénédiction. C'est aussi le résultat de sacrifices et d'efforts consentis. Le plus important de mon point de vue, ce sont les défis du futur. L'ensemble des promotions ont pris pour nom de baptême responsabilité et conscience professionnelle. C'est dire qu'elles mesurent déjà l'ampleur de la tâche qui les attend sur le terrain. La carrière dans les médias est un sacerdoce, diront les parrains et les ministres de tutelle. Ils leur ont aussi donné des conseils. On ne vient pas dans le journalisme pour s'enrichir. Alors, ils doivent s'attendre à ces épreuves, mais nous profitons pour les encourager et pour dire que le travail du journalisme, c'est un travail noble, très noble. Mais il va falloir aussi qu'ils respectent l'éthique et la déontologie. C'est ça le secret. Les promotions sortantes ont saisi l'occasion pour énumérer un certain nombre de difficultés auxquelles elles ont été confrontées au cours de leur cursus à l'ISTIC. Et les doléances qu'elles ont formulées ont rencontré oreilles attentives. De matériel didactique, il y a les bâtiments, il y a beaucoup de choses qu'il faut franchement prendre en compte. Donc c'est pourquoi nous avons demandé au ministre de la Communication de prendre en compte d'abord les technologies de l'information et de la communication et le numérique dans la relecture des curricula de l'ISTIC. Le gouvernement a déjà apporté des réponses conséquentes. Nous sommes en train de mettre en œuvre justement les statuts d'établissement public pour l'ISTIC et je pense que tout sera accompli pour la rentrée 2014. Cette cérémonie marque en même temps la clôture de l'année académique. Les promotions sortantes ont transmis solennellement les flambeaux à leurs camarades toujours en formation qui ont promis d'en prendre soin pour les léguer aux promotions à venir. Les dossiers de candidature au concours d'entrée au Prytanée militaire du Kadiogo, PMK, devaient être déposés au plus tard ce 11 juillet 2014. Le concours est ouvert à tous les élèves reçus au certificat d'études primaires CEP ayant un âge compris entre 10 et 13 ans. La session 2014 connaît une régionalisation avec, par exemple, pour la région du centre, 12 places à pourvoir. Sid Payete et Léonore Ouedraogo. Assis ou arrêtés, à l'ombre ou au soleil, ces parents d'élèves n'ont qu'un seul objectif: déposer le dossier de candidature de leurs enfants pour la session 2014 du concours d'entrée au Prytanée militaire du Kadiogo. Je suis là depuis pratiquement 9 heures et il est pratiquement 12 heures. Et c'est ce tas d'attente seulement. Sinon, dans l'ensemble, on a été bien traité.
Et bon, il y a certains dossiers qu'il faut compléter à la dernière minute, à savoir, il faut les originaux des documents, mais pas des photocopies légalisées, à l'exception de la pièce d'identité de l'enfant où il faut des copies sans légaliser. Ça se passe un peu, bon, c'est pas facile, mais bon, on pense qu'on va y arriver. Il y a une liste qui est là, on s'est inscrit et puis on suit la liste tout doucement. Pour les dossiers, bon, c'est le diplôme qui nous a un peu fatigués, sinon le reste, c'était pas si compliqué que ça. Mais le diplôme, pour l'avoir à l'inspection, c'était pas facile. Avec la nouvelle réforme du concours, la région du centre attend 360 candidats pour la phase écrite, à l'issue de laquelle seulement 12 candidats seront déclarés admissibles. Également, les responsables du Prytanée entendent sélectionner les meilleurs au certificat d'études primaires. Tous les enfants peuvent déposer leur dossier, mais à l'issue de la clôture au niveau de la région ici et au niveau de toutes les régions, il y aura un premier filtrage qui va consister à confronter les dossiers que nous avons reçus et la liste des meilleurs au CEP au niveau régional que la direction régionale du centre nous aura communiqué. Et dans la commission locale de vérification, il y a un représentant du ministère, la direction régionale de l'éducation du centre, qui va participer pour nous permettre de trier effectivement les 300 meilleurs dossiers issus du CEP. Tout certifié du primaire est donc autorisé à déposer son dossier de candidature si en plus il a un âge compris entre 10 et 13. Ne seront retenues que les candidatures qui sont dans les 360 que la direction régionale du centre nous aura communiqué. Maintenant, si dans les 360, tout le monde n'est pas candidat, c'est sûr que ça va arriver. Si des enfants ne veulent pas faire le concours de Prytanée pendant qu'ils sont dans les 360, ça veut dire qu'ils cèdent leur place aux autres enfants qui auront déposé les dossiers. C'est pourquoi j'invite les parents à déposer les dossiers et à attendre la décantation à partir du 12. À ce jour, plus de 700 dossiers ont déjà été reçus à l'état-major du groupement central des armées où quelques difficultés sont à noter. Surtout, c'est par rapport à la constitution de leur dossier. Parce que la délibération de l'attestation du succès au CEP, ils ont des difficultés au niveau des inspections. Les difficultés aussi, c'est les difficultés d'âge. Il y a certains enfants qui ont 10 ans, alors que la candidature, les conditions sont de 11 à 13 ans. Les 360 candidats de la région du centre qui seront retenus pour cette session devront se rendre au lycée Marianne Gouabi le 20 juillet prochain pour la composition. La communauté de Saint-Egidio continue d'apporter sa contribution à la formation des acteurs de l'état civil au Burkina. La 4e session vient de s'achever à Ouagadougou et a permis aux acteurs présents dans la commune de renforcer leurs compétences. Maires d'arrondissement, présidents et vice-présidents des tribunaux d'arrondissement, services centraux de l'état civil, bref, tous ont bénéficié de cette formation. Nathalie Savadogo. Plus de 35% de la population burkinabé ne sont pas inscrits à l'état civil. Afin de doter tous les enfants d'un acte de naissance, en vue de contribuer à la réalisation d'états civils fiables et universels au Burkina Faso, la communauté Saint-Egidio, à travers son projet « Bravo, aide-moi à exister », forme les acteurs du système de l'état civil. L'objectif est de mieux les outiller sur l'importance de l'état civil, la méthode d'enregistrement de ces actes et surtout la tenue des archives. Pour la première fois, nous avons mis ensemble sur les mêmes tables tous les acteurs de l'état civil. Agents d'état civil, présidents des tribunaux, secrétaires des tribunaux d'arrondissement départementaux et aussi la santé. Pourquoi la santé? C'est le premier qui rencontre l'enfant avant de l'état civil, quand il naît. Et il peut être en grande liaison pour la sensibilisation, pour aider les mamans à faire l'enregistrement de l'acte de naissance de son propre fils. Pour le conseiller technique représentant le ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité, cette formation est d'un intérêt capital pour le Burkina Faso. Dans notre pays, à forte proportion rurale, et que les gens n'ont pas pris conscience très tôt de l'importance des actes d'état civil. Nos populations pensent que, par exemple, l'acte de naissance, d'accord, elles en ont besoin pour faire la carte d'identité ou bien pour voyager ou envoyer l'enfant à l'école. Mais les autres actes, le mariage, le décès, les gens se disent que c'est l'affaire des agents publics. Alors que non.
c'est un acte inhérent à tout individu. À terme, l'État dispose d'une banque de données pour exploiter et planifier le développement. La formation va se poursuivre à Bobo-Dioulasso, Koudougou et Réo. Les réunions autour de l'extension de la couverture de risques maladie dans les États membres de l'UEMOA se succèdent à Ouagadougou. Hier, le groupe de travail régional pour l'appui aux stratégies nationales s'est réuni après la rencontre de validation de l'étude de faisabilité. Des propositions devaient sortir de cette rencontre pour renforcer la couverture sanitaire dans l'espace UEMOA. Claudine Bikaba. La couverture des risques maladie est une préoccupation à la commission de l'UEMOA. Pour ce faire, un groupe de travail sur cette question a été mis en place. Ce groupe s'est réuni à Ouagadougou pour échanger sur l'étude du projet à l'appui aux stratégies nationales d'extension de la couverture des risques maladie dans les États membres de l'UEMOA. Il s'agit maintenant de mutualiser les échanges, que les pays se retrouvent, que chacun donne son expérience. Là où il a eu des succès, là où il a eu des échecs, pour que les autres pays tirent les leçons. C'est un cadre d'échange très ouvert et qui nous permettra d'avancer. C'est un projet financé par l'Agence française de développement, mais formulé par la Commission en appui aux États, et dont l'objectif est vraiment d'accompagner les États dans leurs efforts d'extension de la couverture du risque maladie aux populations, dans une approche vraiment inclusive et qui permette au plus grand nombre de populations d'accéder aux soins et de manière adéquate. Il est attendu à cette réunion annuelle des propositions pertinentes visant à améliorer et à renforcer les stratégies nationales afin de réduire les charges sanitaires des populations de l'espace. Lancement au Burkina d'un nouveau contraceptif dénommé Sayana Press. Il entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de relance de la planification familiale 2013-2014. Le Burkina travaille ainsi au repositionnement de la planification familiale afin d'améliorer notablement son taux de prévalence contraceptive. Jacques Lamissa Tarpaga. Sayana Press, la nouvelle option de planification familiale pour les femmes du Burkina Faso, un contraceptif fait à base de progestérone pour éviter les grossesses non désirées. Cette présentation de moi va nous permettre d'administrer facilement le produit en sous-cutané et ça ne demande pas beaucoup de conditions logistiques comme ce qu'on a connu avec le même principe actif mais sous autre forme, en injectable et surtout en intramusculaire éventuellement à certains endroits au niveau de la fesse notamment. Il faut se dire que l'avantage c'est d'avoir déjà un conditionnement déjà prêt, accessible, facilement manipulable et qui a un coût réduit et qui va permettre facilement aux femmes de pouvoir en tout cas accéder à cette méthode contraceptive qui va les protéger pendant 3 mois du moins. L'introduction de Sayana Press dans les programmes de planification familiale est une réponse à un engagement pris par un consortium de partenaires dont le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA lors du sommet sur la planification familiale à Londres en 2012. Et c'est important donc que tous les pays africains qui ont parfois des problèmes semblables en termes de population puissent avoir accès à de nouveaux produits qui sont plus faciles à utiliser et qui sont sûrs, comme les Sayana Press. Voilà l'intérêt qu'il y a. Et je pense qu'il y a aussi un autre intérêt, c'est l'intérêt de l'entraînement. C'est-à-dire que plus de pays le feront, plus ils entraîneront les autres à se rendre compte qu'ils sont peut-être en retard pour résoudre les problèmes de population, les problèmes d'espace des naissances, comme on a dit. Les responsables du ministère de la Santé invitent les professionnels du domaine à s'approprier Sayana Press au même titre que les autres contraceptifs déjà disponibles. Les couples sont aussi appelés à s'informer davantage sur la planification familiale auprès des services de santé. Les structures privées de santé vont pouvoir assurer une bonne gestion de leurs déchets, du matériel composé de tricycles et d'incinérateurs, d'un coût estimé à plus de 360 millions de francs CFA leur a été remis aujourd'hui. C'est un coup de pouce du Centre national de lutte contre le sida et les IST avec l'appui financier de la Banque mondiale. Précision Estelle Judith Assorba. Les déchets biomédicaux sont produits annuellement selon les informations fournies par le ministère de la Santé. Ces déchets, ajoutés à ceux des ménages, constituent un danger aussi bien pour la santé des populations que pour l'environnement. Il faut impérativement limiter leur propagation et la solution toute trouvée est d'arriver à leur bonne gestion.
Ces 60 tricycles, ces incinérateurs et ce matériel complémentaire vont servir à la destruction de ces déchets. Ils sont destinés aux structures de santé privées. C'est un geste du Conseil national de lutte contre le sida et les IST avec l'appui financier de la Banque mondiale. Nous avons conçu cette approche, qui est une approche d'une chaîne complète, qui part depuis la production des déchets, les trier, les ranger pour que ce soit moins dangereux et ainsi on les transporte en toute sécurité. Nous avons conçu des tricycles qui permettent d'enfermer les déchets. Ceux-ci sont transportés au niveau des sièges où il y a des incinérateurs de bonne performance qui brûlent tous les déchets. Mais ces déchets brûlés il y a des résidus qui sont des cendres. Il faut les transporter, aller les enfuir définitivement. La clinique Nafi, le centre médical Saint-Camille, la polyclinique internationale, ex-clinique du cœur, la clinique Notre-Dame de la Paix et le centre médical islamique de Bobo-Dioulasso sont les structures de santé bénéficiaires. Ces équipements vont assurer le ramassage, le transport et la destruction des déchets biomédicaux. Toute structure de soins produit des déchets. Le problème qui se pose justement, c'est après la production de ces déchets, comment faire pour qu'ils disparaissent de notre environnement. L'intérêt de ce projet, c'est de bien canaliser les choses. L'apport de ce matériel aux établissements de santé devrait contribuer à la protection de l'environnement en général et à l'assainissement du milieu hospitalier en particulier. Information de dernière minute, la route Banfora-Sendou, longue de 50 km, est maintenant bitumée grâce au projet désenclavement du Millennium Challenge Corporation, MCC. La réalisation de cette infrastructure routière a coûté plus de 14 milliards de francs CFA et son inauguration est intervenue ce vendredi 11 juillet par le Premier ministre bénin Luc Adolphe Thiaw en présence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Reportage Simplice Barreau. Les populations des provinces de l'Alé-Rabat et de la Komoé, sorties massivement pour la circonstance, ont toutes les raisons d'exprimer leur joie, car le bitumage de la route Banfora-Sendou constitue pour elles un véritable soulagement. Pour relier ces deux villes, la région des Cascades, distante de 50 km, il fallait à l'époque au minimum 2 heures de temps. Nous bénéficions vraiment de cette route-là qui soulage vraiment les populations de toute notre région. Et même que des frontières aussi, parce que nous sommes à la frontière du Mali et à la frontière de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est très intéressant. Ça veut dire que nos produits désormais ne vont pas pourrir dans les champs, ça va sortir et vraiment les marchés seront fournis. Et voilà, vraiment, c'est la satisfaction de toute la population. Aujourd'hui, nous sommes à 30 minutes de Banfora. Sendou-Banfora, c'est comme 2 quartiers désormais. Le bitumage de la route Banfora-Sendou grâce au Millennium Challenge Corporation, MCC du gouvernement des États-Unis, est une bouffée d'oxygène pour les producteurs de la zone. Il permet également d'améliorer les conditions de vie des populations riveraines. C'est une immense satisfaction, non seulement pour la population de cette région de notre parti, particulièrement Sendou-Banfora, mais c'est pour tout le Burkina Faso. Parce que cette voie de communication non seulement permet de désenclaver cette grande zone de production agricole, mais aussi va donc permettre de faciliter la mobilité et la fluidité, donc la circulation dans cette région. Et je voudrais sincèrement, au nom du chef de l'État et de tout le gouvernement du Burkina Faso et de notre peuple, remercier le peuple américain pour cette importante contribution au développement de notre pays. Le volet désenclavement du compact burkinabé du Millennium Challenge compte MCA, qui s'élève à plus de 90 milliards de francs CFA, vient appuyer les efforts du gouvernement burkinabé en matière de développement routier. À 20 jours de la fin du Millennium Challenge compte au Burkina, c'est le satisfait qui se dégage du côté de la partie américaine au regard de la réalisation de l'ensemble des projets identifiés en 2008. Je suis très satisfait du partenariat que nous avons eu. Je suis très satisfait de l'apport du gouvernement
gouvernement burkinabé, du peuple burkinabé, comme le Premier ministre a dit. La philosophie du compact, c'est que nous les Américains, nous faisons notre côté, le peuple burkinabé et leurs acteurs font leur côté. Et vraiment, ça c'est un exemple très fascinant de ce que nous avons accompli ensemble. Dans la mise en œuvre du compact Burkina, les régions des Cascades et des Hauts-Bassins ont reçu des investissements de près de 40 milliards de francs CFA à travers la mise en œuvre de différents projets de développement. C'est tout pour cette édition de 20h sur la RTB. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous.